Tu t'apprêtes à écouter un nouvel échange avec une personne passionnée et passionnante et j'espère que tu trouveras dans cet épisode des idées, des concepts ou des techniques qui t'inspireront ou te motiveront. Tu pourras retrouver les notes de cet épisode ainsi que les liens vers les ressources citées au cours de l'échange en cliquant sur le premier lien dans la description de l'épisode. Pour encourager et soutenir la production de ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Merci beaucoup à toi. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Upgrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Julien, bonjour et merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Salut Amélie, merci pour l'invitation surtout. C'est un grand plaisir. Julien, je vais te présenter rapidement avec les quelques faits que je connais de toi. J'en connais pas beaucoup, mais je vais faire de mon mieux. Donc, tu as 26 ans. À l'heure actuelle, tu es en France, du côté d'Aix, vers Annecy. Donc, c'est Aix-les-Bains, c'est ça. Je confonds toujours Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, mais c'est Aix-les-Bains. Et tu es coach sportif, spécialisé pour les hommes maigres. Tu aides en fait les hommes maigres à prendre de la masse musculaire, à se muscler tout simplement, malgré leur génétique qui est un petit peu difficile pour démarrer. Et tu as fondé la Tribu des Spartiates, donc c'est ton programme d'accompagnement. Ça fait un petit moment déjà, ça fait depuis 2019, si je me trompe pas. C'est ça? Yes, exactement. Après, depuis, il y a eu Voilà. pas mal de changements, on aura l'occasion d'en discuter. Aujourd'hui, je suis plus coach, non plus coach en ligne, mais vraiment coach en présentiel avec un gros changement de trajectoire. On aura l'occasion Ah ouais. d'en discuter. Gros changement. Bah justement, on va en discuter dès maintenant parce que c'est tout ce que je sais de toi pour l'instant. Donc justement, moi, je te connais en tant que coach en ligne. Quand on s'est rencontrés, c'est ce que tu faisais comme activité. Et là, du coup, très récemment, donc, t'as changé de voie. Donc, on va en parler. Déjà, comment tu as eu l'idée de commencer ton service de coaching en ligne? Qu'est-ce qui t'a motivé à la base? Déjà, moi, je sors d'un DUT génie civil dans le bâtiment pour venir aux prémices de l'entrepreneuriat. Et à la base, j'avais pas du tout en tête d'être entrepreneur. Et je pense qu'on n'est pas directement, à part si on a une famille d'entrepreneurs, boum, je vais devenir entrepreneur. Non, je pense on le devient au fur et à mesure par les expériences qu'on a. Et il s'avère que ces études-là me plaisaient pas du tout. Du coup, ton cerveau se met un petit peu en mode réflexion. Qu'est-ce que je peux faire? Et moi, ça faisait déjà quelques années, peut-être 4-5 ans que je faisais de la musculation. Alors, je pensais pas du tout en faire un métier, encore une fois, quand j'ai commencé ça. Mais du coup, ton cerveau se met en mode réflexion. On s'est dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux monétiser? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Un peu le principe de l'ikigai, hein, sans même que je sache ce concept-là à l'époque. Et du coup, je passe un diplôme de coach sportif. Un BPGEP, c'est un diplôme d'État, donc assez simple à mettre en place. Moi, je sortais de 2 ans de diplôme universitaire. J'avais pas du tout envie de revenir dans quelque chose, des études longues. Je pense pas que j'étais fait pour ça. Et, ce qui se passe après, il y a le Covid, en fait. Moi, j'ai eu un gros client en présentiel à Lyon quand j'y étais. Le Covid arrive parce que c'était juste avant, c'était fin 2019. Donc là, moi, j'ai mon diplôme en poche. Je commence le coaching sportif en présentiel. Le en ligne, pour moi, c'était lunaire. Alors, vraiment, voilà, je savais pas que ça existait, hein, pour te dire. Et le Covid arrive, du coup, tu te dis, OK, j'avais un client. Ce client-là, il veut toujours se faire coacher. Qu'est-ce que je peux faire pour proposer le même service? Donc, assez naturellement, on a fait finalement la même chose qu'on faisait en présentiel, mais on l'a fait en visioconférence. Mais c'était pas encore le vrai coaching en ligne au sens où tu packages une offre irrésistible, tout ce qu'on apprend dans le business, c'était vraiment très basique au final. Et puis début janvier 2020, voilà, je vois passer pas mal de publicité pour les coachs sportifs justement, parce qu'à force, l'algorithme est quand même bien fait. Et je tombe sur une personne en l'occurrence qui va devenir mon mentor pendant jusqu'à très récemment dans le coaching justement sportif en ligne, avec sa propre méthode. Et pour moi, il m'a fait découvrir ce que c'était vraiment le coaching en ligne, au sens où tu n'es plus en train d'échanger une heure de ton temps contre une rémunération, mais vraiment de créer une offre, un package qui permet d'ajouter à tes clients en te spécialisant justement pour une niche. On parlait justement que j'étais spécialisé, je dis j'étais parce que voilà, je le suis plus, pour les hommes skinny, les hommes maigres. Et pourquoi? Parce que moi, c'était mon parcours, j'étais comme ça, je faisais 40 kilos quand j'ai commencé la musculation. Donc pour moi, c'était naturel d'aller dans cette voie-là, même s'il s'avère que c'était pas du tout la voie la plus prolifique après des années d'expérience dessus et de nombreux échanges avec des gros entrepreneurs dans la même niche. Mais bref, on en discutera peut-être de cette partie-là. Et je raconte ou pas aujourd'hui finalement pourquoi j'ai changé. On garde ça pour plus tard.
Je pense Dis-moi. qu'on va y arriver. On va faire Ok, chronologiquement. Je pense que ce sera plus vas-y, simple. nickel. Justement, moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur ton positionnement de départ. Et justement, après, on viendra à ton positionnement actuel. Il y a quelques temps, j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Clément Desplat, qui est coach aussi, mais plutôt dans la nutrition. Et lui, il s'est positionné vers les femmes de plus de 40 ans qui souhaitent perdre du poids. Alors que lui, c'est un jeune homme qui a la trentaine, qui est très mince, très très mince, qui serait concrètement, je pense, dans ta cible de départ. Voilà. Et donc, tu vois, il s'est positionné complètement vers des personnes qui sont à l'opposé de lui. Toi, tu as fait plutôt l'inverse. Tu t'es positionné vers des personnes qui, au final, te ressemblaient, c'est-à-dire des hommes avec une génétique voilà, qui leur donne un corps relativement skinny, donc maigre, et qui souhaitent prendre de la masse musculaire. Ça t'a paru assez normal, finalement, d'aider des personnes qui avaient les mêmes problématiques que toi? C'est ça, en fait, c'est parce qu'elles avaient les mêmes problématiques que toi que tu t'es dit, je vais aider ces gars-là? En fait, de base, j'ai pas réfléchi en mode quelle est la niche la plus rentable. Je me suis dit Hmm. quelle est la niche avec laquelle je me sens à l'aise et que surtout je me sens légitime et capable d'aider. Pour moi, ça c'est quand même important d'être légitime pour sa niche, même si en soi c'est pas une nécessité parce que quand on est coach, en soi on est formé puis on peut se former pour accompagner n'importe qui. Et moi j'étais parti dans le côté passion au départ, tu vois. Maintenant ça a été une bonne chose. Mais il s'avère que cette niche-là n'était pas la plus rentable, la plus lucrative. Et je comprends pourquoi ce coach-là s'oriente vers ce public-là, parce que c'est le public qui a le plus de pouvoir d'achat et surtout, femmes plus de 40 ans ou plus de 40 ans qui dit au pouvoir d'achat. Et les femmes sont beaucoup plus fédératrices pour avoir coaché des hommes pendant plus de 5 ans. En France, du moins, un homme qui se fait coacher dans le conscient collectif de ces personnes-là, c'est un peu une marque de faiblesse. En mode, j'ai pas réussi à le faire seul, j'ai besoin d'un coach. Vraiment, en réalité. Par contre, une femme, et pour échanger avec des dizaines de coachs dans cette niche-là, elles sont fières. Elles sont fières d'avoir un coach et une marque de statut. J'ai mon coach, tu vois. Un homme, il va beaucoup moins parler. Du coup, bah, forcément, tu comprends bien d'un point de vue business, bah, ça marche beaucoup moins bien. Déjà, si le fait d'avoir un coach est pas forcément bien accepté pour lui, si en plus, il sait que, inconsciemment, tu vois, bah, c'est pas une fierté non plus, bah, ça n'aide pas la recommandation, bref, ça n'aide à rien, tu vois. Du coup, le montant que le client est prêt à investir est moindre. Et là, je pourrais faire la parallèle avec, justement, maintenant, je coach aussi des femmes de plus de 40, 50 ans. Et je peux te dire que la différence est plus que notable. Vraiment. Tu vois. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Franchement, c'est vrai que je vois passer beaucoup de personnes de la communauté du fitness. J'ai travaillé aussi avec des entrepreneurs du fitness qui sont relativement connus dans le milieu et ils ont plein de gars qui les suivent, tout ça, mais c'est plutôt des gars assez, déjà pas massifs, mais soit c'est des personnes qui veulent perdre du poids, soit c'est des personnes avec un physique tout à fait standard, tu vois, assez basique, qui veulent prendre de la masse musculaire. Et c'est vrai que ces gars-là, j'ai l'impression que ils l'appellent d'ailleurs leur armée. Tu vois, ils s'appellent colonel et général entre eux, tout ça, genre, ça fait vraiment groupe de bonhommes et tout, machin. Mais j'avais jamais pensé à ça sous cet angle que tu viens d'exposer, au fait qu'effectivement, les hommes, quand ils se font coacher, ils le disent pas forcément, alors que effectivement, une femme qui se fait coacher, tu viens de le dire, quand elle dit oui, j'ai mon coach, c'est vrai que ça fait un petit peu, c'est un statut, effectivement. C'est surtout quand le coach est masculin. En plus. Aussi, aussi, c'est vrai que et à l'inverse, par contre, alors un homme qui se ferait coacher par une femme, là, je crois qu'on touche le fond. Il y en a, hein, bien sûr, il y en a, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins courant et en tout cas, c'est moins visible. Voilà, c'est surtout ça. Je pense que ça arrive, hein, bien sûr. Moi, je le vois autour de moi, dans la salle où je vais, tout ça. Bien sûr qu'il y a des femmes qui peuvent coacher des hommes, mais c'est vrai que c'est moins visible. Ils en font moins étalage sur les réseaux sociaux, sur des groupes, des choses comme ça, c'est vrai. On va pas contre, enfin, il n'y a pas d'histoire de stéréotype ou quoi que ce soit, c'est juste une question de statistique, en fait. Au bout d'un moment, quand tu as coaché suffisamment, tu as eu suffisamment de clients, tu as eu des échos personnels d'amis, de confrères, tu vois leurs chiffres, tu vois ce qui se passe. Donc, voilà, tu sais ce qui se passe globalement dans le marché du coaching sportif en France, tu vois. Exactement. Et on va parler de cette question de légitimité. Ça a été une grosse question avec Clément, du coup. Comment établir sa légitimité auprès d'une cible qui est à l'opposé de nous. Toi, à la base, tu as établi ta légitimité tout simplement en étant
ce que tu vendais, tout simplement. C'est-à-dire que toi, tu es un mec à la base, comme tu l'as dit, skinny, tu pesais 40 et quelques kilos quand tu as commencé. Tu as réussi à construire du muscle, à construire un physique assez athlétique, tout ça. Donc forcément, tu as l'image de ce que tu vends, de ce que tu vendais, au moins à l'époque. Maintenant, donc là, c'est vrai que la légitimité, pardon, elle est assez évidente. Maintenant, tu dis que tu es en train de te rediriger vers une autre cible. Comment ça se passe? Donc déjà, quelle est ta cible actuellement et comment tu mets tout ça en place? Il y a beaucoup de questions qui vont arriver, je pense, à propos de ce sujet, hein. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est sur un business en ligne, tu es en concurrence, tu resteras à la France avec, dans mon cas, tous les coachs tous les coachs sportifs en France. D'où la nécessité de se spécialiser. Quand t'es pas connu, t'as pas une grosse audience. Voilà, il faut que tu sois spécialisé justement pour devenir magnétique auprès des clients. Ah ok, bah, je prends ce coach-là parce qu'il est spécialisé exactement pour ma spécialité. Maintenant, là, en gros, ce que je fais, c'est que c'est du coaching en présentiel. Je reviens finalement en 2019 avec tout le backup du en ligne, ce qui est que là, le coaching à domicile, c'est une facilité parce que tout ce qu'on apprend en ligne, mais c'est tellement difficile en fait au final. Il faut être au top sur le plan marketing, sur le plan vente. Euh, et là, sur le présentiel, il faut être au top sur le succès client. Tu vois. Et c'est ça qui me manquait, la partie accompagnement. Parce que quand je te dis, moi, c'est plus mon avis personnel, mais je pense que beaucoup de coachs me rejoindront. Quand tu es coach sportif en ligne, tu es tellement loin du terrain, tu plus dans le terrain, tu plus dans le contact avec le client. Tu fais des formations pour apprendre des choses à tes clients, tu leur envoies des programmes de nutrition, c'est très bien, tu as des bilans avec eux en visio, mais t'es pas avec eux dans la séance, t'es plus le coach en fait pour lequel tu t'es formé. Donc, vraiment, tu vas essayer de créer des cours ludiques. Et là, moi, je suis en pleine redécouverte finalement même découverte du métier réel parce que là, j'ai pas pu le pratiquer longtemps avant le Covid. Et là, c'est juste un bonheur. Et pour répondre à ta question, maintenant, en gros, je m'étais également spécialisé pour les hommes parce que j'avais jamais coaché de femmes et je me dis, bon, on va rester là-dessus. Les hommes de 30 à 50 ans, on a augmenté un petit peu l'échelle d'âge. Parce que moi, au final, je me sens plus à l'aise déjà de coacher des personnes de cet âge-là. Elles ont plus de pouvoir d'achat, c'est plus simple, elles sont plus coachables, elles sont plus stables dans leur vie pour initier une transformation ou un coaching sportif. Et il faut vraiment pas oublier que le coaching sportif en présentiel, c'est un service premium. Le en ligne, on n'a pas encore cette conscience collective parce que c'est pas tangible. Et là, j'ai pu facturer beaucoup plus élevé à domicile parce que les gens voient la valeur en fait. Et ça, c'est j'espère que ça viendra aussi en France pour au côté en ligne, que les gens mettent de la valeur dessus. Mais vraiment, le présentiel, c'est dans les mœurs, ça a une valeur. Directement, quand moi j'ai fait mon package, j'ai un peu pris les backups du coaching en ligne avec une offre sur 3 mois, irrésistible, etc. Directement, bah, la cliente, en l'occurrence, a fait le calcul pour diviser ça par séance, pour dire, OK, pour se représenter ce que ça valait, alors que c'est un package. Toi, c'est pas à la séance au final. Tu as aussi un suivi en ligne et plein de choses. Mais toi, c'était déjà ancré. Tu avais eu des coachs avant. Et du coup, bah, c'était OK pour elle. Tu vois. Et en fait, le tarif n'était même pas une question. Euh, certes, elles étaient aisées, mais dans le sens où ils connaissent déjà la valeur. Ils savent qu'en fait, là, en l'occurrence, ça va être 12 séances pendant 12 semaines. Euh, c'est un tarif qui est quand même relativement élevé. On est quasiment sur un tarif suisse, pour être honnête. Enfin, j'ai pu me mettre assez élevé directement dans la région. Alors pourtant, j'ai bien démarré. Et oui, il n'y a pas de grosse concurrence également sur Aix-les-Bains. Et bref, par rapport à ça, donc là, aujourd'hui, j'ai ouvert un petit peu le champ des possibles parce que justement, quand tu es en ligne, tu vas te spécialiser parce que tu as accès à des millions de personnes potentielles. Quand tu es en présentiel, je me suis vite rendu compte que ça peut vite te fermer les portes. De trop te spécialiser, surtout à Aix-les-Bains, on n'est pas à Paris. Vas-y, c'est un petit patelin. Enfin, petit patelin. Donc, beaucoup d'habitants. Donc, le fait de trop se spécialiser, bah, te ferme des portes parce que le coaching à domicile, c'est vraiment qu'une bouche à oreille. Là, j'ai signé une cliente et cette cliente-là, bah, voulait s'entraîner absolument avec sa voisine. Euh, En fait, directement, j'ai signé 2 clientes, en fait, avec une formule duo, bref, peu importe, qui était à la base pas du tout dans ma niche. Et ce qui est assez marrant, c'est que ma publicité qui tournait sur Aix-les-Bains en local, c'était, faudrait que je la fasse, c'était vraiment pour les hommes. Je disais pour les hommes de 30 à 50 ans, coaching à domicile sur Aix-les-Bains. Et bah, justement, la fille, elle me contacte sur la publicité. Du coup, je me dis, bon, pourquoi pas, peut-être que c'est pour son mari ou quoi que ce soit. Du coup, je réponds, etc. Puis on se fixe un rendez-vous. Et puis, en fait, c'était pour elle, tu vois. Donc, voilà. Donc, tant mieux. Et au final, ce truc-là, ça m'a fait ouvrir en mode, waouh.
pourquoi c'est vrai que se restreindre aux hommes, pourquoi se restreindre à un type d'âge? En fait, mon marketing fera directement le curseur et aujourd'hui, il y a plus de question de légitimité en soi. Enfin, voilà, j'ai plus de 5-6 ans de coach sportif. Je sors pas du banc de l'école. Donc, je me sens tout à fait légitime, en fait, d'accompagner ces personnes-là. Donc, c'est pas tellement un problème. Puis, au final, c'est ça qui est intéressant, justement, dans ce métier-là. Tu as toujours un peu des problématiques particulières. J'ai une personne en surpoids, j'ai une personne qui veut juste perdre 5 kilos, qui veut avoir des entraînements dynamiques, plus cardio. Bah, je me forme, tu vois, si jamais il y a un truc qui manque, c'est justement ça que moi qui me manquait. C'est au lieu de se former constamment sur la vente, le marketing, parce que quand tu es dans le business en ligne, enfin, moi, c'était mon cas avec la niche que j'avais, elle était très difficile. Et du coup, je devais mettre beaucoup d'efforts sur ces 2 points-là, quitte à, de plus avoir le temps, l'énergie de mettre du temps sur ses clients, en gros, améliorer ses compétences. Et c'est ce qui c'est-à-dire, mais moi, je pense depuis 2019-2020, à part les expériences perso, le fait de m'entraîner, je me suis pas reformé sur le coaching sportif, tu vois. Donc, alors, je fais pas les généralités, hein. Je pense que beaucoup réussissent à se former en parallèle. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc là, je suis hyper content, en tout cas, de relever un peu les lits de musculation, de fiction et de proposer des vrais skills pour les clients que je vais accompagner, tu vois. J'ai un peu divagué sur la question, mais on se retrouve. Non, non, mais carrément, mais tu soulèves un point hyper important. Il y a plein de points d'ailleurs qui ont été soulevés. Si je résume, au final, donc tu es passé d'un coaching en ligne pour les hommes maigres qui souhaitent prendre de la masse musculaire à un coaching en présentiel. Et au début, tu ciblais donc toujours les hommes, donc de 30 à 50 ans cette fois, mais toujours que des hommes. Et au final, tu as eu une cliente d'opportunité qui finalement t'a permis d'ouvrir un peu tes horizons et de te dire, OK, au lieu de me spécialiser, de me nicher autant au niveau local, ça va me fermer des portes. Je vais plutôt me diversifier et rester ouvert à tout type de clients. Au final, c'est ce qui s'est passé. Et ça soulève un point. On y vient justement. Tu parles du marketing, du besoin de se former quand on fait un business en ligne. À mon sens, depuis qu'on est passé à des business en ligne, on passe plus de temps effectivement à se former sur le marketing digital, à se former sur les bonnes techniques, à se former sur les tunnels de vente, sur les Facebook ads, les YouTube ads et tout ça, qu'à faire notre cœur de métier. Alors bien sûr qu'on peut déléguer, mais en attendant, il faut quand même toujours se former là-dessus. Il faut quand même se former ne serait-ce que d'un point de vue stratégique. Et c'est vrai que je trouve qu'on perd un petit peu l'essence de nos cœurs de métier, alors que ça peut être du coaching, ça peut être plein d'autres choses, hein. Et du coup, on perd aussi certains. Je ne sais pas comment exprimer cette idée-là. Je manque un peu de mots ce matin, mais euh, on arrive moins à prendre du recul sur les conseils qu'on peut avoir justement en ligne. Quand on entend par exemple parler de marketing, de choses comme ça, on entend très souvent qu'il faut se nicher, qu'il faut se spécialiser, qu'il faut avoir une expertise, tout ça. Ça, bien sûr, quand on est lancé dans une marée de millions et de millions d'êtres humains en ligne, bien sûr que c'est bien de se nicher parce qu'effectivement, ça nous fait sortir du lot. Mais quand on est au niveau local, c'est-à-dire comme là, toi, tu es à Aix-les-Bains, donc tu l'as dit, c'est une petite ville, c'est pas non plus, c'est pas un bassin de millions de personnes non plus. Quand on est au niveau local et que la zone de chalandise est réduite, se nicher, c'est effectivement potentiellement se fermer pas mal de portes. Et du coup, les conseils qu'on a pu avoir et qu'on a pu obtenir et qu'on a pu mettre en œuvre pendant des années de marketing digital, de business en ligne, sont pas forcément applicables à la lettre quand on a un business en local. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même façon de prospecter, c'est pas la même façon d'acquérir la clientèle et c'est pas la même façon non plus de la fidéliser. Donc, je pense que tu soulèves un point vraiment très, très important avec ce changement de voie que tu as opéré, ouais. Non, mais exactement. Après, tu apprends sur le tas, mais c'est quand tu viens du en ligne, tu fais du présentiel, c'est beaucoup plus simple. Moi, typiquement, j'ai un très bon confrère à moi qui est de la région, qui a fait tout à fait l'inverse. Et c'est plus logique qu'on soit déjà comme ça. À un moment, on fait du présentiel. Il a fait ça pendant 2 ans. Puis après, là, il fait du en ligne et avec toute l'expérience qu'il a pu accumuler du présentiel, il a aussi de la facilité sur le plan relationnel, sur le plan du coaching, il est quand même très, très bon. Et le marketing et la vente, ça s'apprend. Tu vois, bon, c'est comme tout. Donc, l'idée, c'est surtout de faire ce qu'on aime. C'est bateau ce que je dis, mais après des années dans le business en ligne, en fait, c'était plus au final, à terme, pas au début, hein, mais une prison dorée dans le sens où je gardais cette activité parce qu'elle me permettait de voyager. Et j'ai voyagé pendant 2 ans à travers le monde, tout en travaillant sur ce business-là. Donc, je remets rien
je regrette rien sur tout ce qui a été fait. Euh, mais aujourd'hui, justement, avec ce backup-là, j'apprécie tellement le fait de rester au même endroit et là, j'ai un appartement, là, depuis 1 mois et demi. J'ai pris un appartement long terme, j'ai acheté une voiture, j'ai pris des abonnements à la salle. Enfin, je me suis vraiment engagé finalement à rester sur cette région-là, alors qu'avant, vraiment, j'avais la bougeotte et quand je dis bougeotte, c'était de continent, hein. Sur les continents en l'espace de plusieurs mois. Et tu dis si tu veux qu'on en parle de ce côté digital Et nomadisme. bien sûr qu'on va en parler. Avant d'en parler, je rebondis juste sur quelque chose que tu viens de dire. Tu viens de dire, il faut faire ce qu'on aime. Et je pense effectivement que ces questions de business en ligne, business en physique, tout ça, en présentiel, pardon, c'est une question d'appétence, c'est une question aussi de personnalité. Tu as des personnes qui vont avoir besoin et envie de contact humain. Ces personnes-là, peut-être qu'elles peuvent apprendre le marketing digital, peut-être qu'elles peuvent être très bonnes en vente à distance, mais au final, si elles n'ont pas ce contact humain, au bout d'un moment, elles vont s'essouffler, elles vont un peu perdre le sens de ce qu'elles font. Et au final, elles auront tendance à revenir à du présentiel. C'est probablement ce qui t'est arrivé. C'est ce qui m'arrive aussi actuellement d'ailleurs, puisque moi aussi, je suis en train de suivre le même chemin que toi. Voilà. Et c'est vrai que on oublie souvent cette notion d'appétence et cette notion de personnalité et d'envie, tout simplement aussi. Euh, le marketing en ligne, c'est très bien. Le business en ligne, c'est très bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est bien de l'avoir testé aussi. Et là, justement, on arrive à un sujet qui est aussi tout aussi important. C'est la question du digital nomadisme. Tu viens de le dire, toi, tu avais envie de voyager, tu avais envie de bouger, tu avais envie d'être libre géographiquement. Et pour ça, il te fallait une source de revenus. Donc, tu as fait du business en ligne. Ça t'a plu pendant un petit moment. Et maintenant, tu es en train de te recentrer sur une région en particulier. Comment ça se, comment ça s'est passé tout ça dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été ta réflexion à ce sujet-là? Déjà, en gros, le business en ligne 2019-2020, au bout de 6 mois, je commence à en vivre. Et à un moment donné, je me dis, OK, je vis de mon business en ligne. Je suis encore chez mes parents à cette époque-là. Je me dis, bah, c'est con, tu vois, tu bosses en ligne, pourquoi tu restes au même endroit? Tu vois, c'est une question qui se pose. Du coup, bah, j'ai commencé à voyager en France avec ma voiture. J'allais de spot en spot. Moi, il faut savoir que j'adore la France, hein. J'adore les paysages et ce qui m'a fait justement bouger, c'est l'envie de découvrir autre chose, un peu de dépaysement et, euh, et également de rencontrer des entrepreneurs. Sur l'occurrence, en France, c'est parfois assez compliqué, pas impossible, honnêtement. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert sur plein de choses. Et ensuite, je suis parti finalement donc avec un ami qui était aussi un coach sportif, qui était pareil dans la même situation que moi, business en ligne, et qui lui était en Suisse et bah, il se faisait chier. Voilà, il bossait en ligne, mais comme moi, il se disait pourquoi je reste là, en fait, on pourrait partir, mais bon, partir à l'étranger quand tu l'as jamais fait, c'est un peu, ça fait un petit peu peur, tu vois. Du coup, on l'a fait ensemble. On est parti très très loin. On est parti au Mexique en 2022, juillet-août. Ça a été incroyable. On a rencontré plein d'entrepreneurs là-bas qui nous ont ensuite, qu'on a suivis dans différents pays, même continents, et que je suis encore en contact aujourd'hui avec eux. Littéralement, aujourd'hui, j'ai des amis entrepreneurs dans tous les continents du monde. Donc, c'est assez incroyable avec les fuseaux horaires. C'est toujours un peu compliqué pour se contacter. Et c'est assez marrant. Et ça devient notre quotidien à certains moments. Je parle de ça parce que justement, c'est ce qui me fait venir aussi à pourquoi je suis revenu à quelque chose de plus terre à terre. C'est qu'en fait, tu deviens complètement hors des réalités. Donc, c'est pas en soi un problème, tant que c'est pas un problème pour toi. Mais au final, à force de voyager, donc c'était génial. Moi, j'ai fait Mexique, Colombie. Ensuite, on s'est rencontrés à Dubaï. Je crois que c'était 2023, l'année Mhm. dernière. C'est Après, j'ai ça. fait Bulgarie, l'Asie, donc avec Bangkok plusieurs fois, puis Bali. Et puis, c'est vraiment sur la fin de ce périple-là. Moi, je m'étais toujours dit que j'avais envie de faire l'Asie. Parce que je suis revenu 3 fois en Colombie, hein, pour la petite histoire. Parce que j'ai pas fait tant de pays que ça au final sur 2 ans. Et je m'étais toujours dit que quand je ferais l'Asie, ok, j'aurais vu un petit peu l'envers du décor du monde. Il y a encore plein de choses à découvrir. Mais tu as déjà un prisme qui est beaucoup plus ouvert. Quand tu es mono pays, bah, tu penses certaines choses. Tu es au final très fermé sur plein de choses parce que tu penses que bah, là, ce qui se passe en France, c'est la réalité pour le monde entier. Loin de là. Et quand tu voyages, ça, je conseille à tout le monde de quand même voyager. Je veux pas dire qu'il faut pas voyager, bien au contraire. Et je t'ai au moins expliqué pourquoi, à un certain moment, on peut ressentir le besoin de se poser en ayant eu avant tellement voyagé qu'en fait, tellement été instable sur le plan géographique, sur le plan également émotionnel, parce que tu changes de relation, tu amical, amoureux, tu peux rien créer de solide.
à part éventuellement les relations amicales, mais pareil, moi, je rejoignais des amis, souvent, on changeait de destination pour rejoindre des amis. C'était aussi une question de visa. Parce que voilà, tous les 2-3 mois, il fallait changer. Et moi, quasiment tous les voyages que j'ai faits, et mes amis pareil, on se rejoignait toujours dans des pays. Ah, ok, t'es à tel endroit, de telle date à telle date. Vas-y, on se rejoint, on fait ça. Et c'est ça qui a aussi apporté du sens au lieu de la destination, parce que moi, mon business en ligne, que je le fasse, enfin, à part, faut qu'il y ait une connexion Internet, mais en Afrique ou en Asie ou au Canada, ça va rien changer. Les flux horaires pour moi, et pour les clients, ça va rien changer. Il faut réussir à trouver un petit fil d'Ariane. Au début, moi, je me souviens, j'avais pas du tout, à la fin du Covid, je pense qu'on avait tous envie de voyager, de bouger, de changer d'air. Et moi, j'étais début entrepreneur. Je pense que c'était, il n'y a pas de bonne chose à faire, c'est que je ressentais le besoin de le faire. Au final, c'est plus ça. Du coup, je l'ai fait. Il y a pas de regret. J'ai profité pendant 2 ans. Puis à un certain moment, c'est une question de cycle aussi dans la vie. Il y a des choses qu'on aime faire à un moment donné, au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose. Et au final, je crois que c'était le déclic, comme je me suis retrouvé à Bali, justement, quand on avait fait le dernier podcast ensemble. Donc, il n'a pas été enregistré, mais c'est pas grave. On va le refaire aujourd'hui. Justement, j'ai eu un déclic. En vrai, mais je me suis dit littéralement ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Vraiment. Cette question, j'ai pas arrêté de me la poser pour justement apporter un sens, en fait, à ce que tu fais dans la vie. Pourquoi t'es à tel endroit, dans telle activité, à côtoyer tel environnement, telle personne. Enfin, tu sais, tu remets tout en question toute ta vie. Alors que c'est des questions que je m'étais pas posées avant, j'étais en mode découverte. Pour ça, moi, j'appelais ça le mode découverte. J'avais pas d'attente. J'avais pas non plus de vision. Si tu me disais à cette époque-là, est-ce que tu as une vision à 5 ans ou est-ce que tu as des... Non, c'est juste voyager, tu vois. Puis si tu as un peu d'argent en ligne. Et justement, avec ce déclic-là, de se dire, OK, j'ai 26 ans, je suis encore jeune, mais putain, les années passent. Pour moi, j'ai encore la vingtaine dans la tête quand j'avais démarré le business en ligne. Et je me voyais beaucoup plus loin, nettement, sur le plan financier, pas tellement sur le plan humain, parce que je me voyais pas autant voyager. Aujourd'hui, bref. Et ça me fait penser à un autre point, mais on l'abordera plus tard, qui fait écho à celui-ci. Mais je me suis vraiment posé les questions qu'on doit se poser à un certain moment. En mode, voilà, ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que je fais cette activité? Est-ce que j'aime vraiment ça? C'est le principe de l'ikigai, tu vois. Je me suis formé, j'ai acheté une formation, ça n'a pas été évident. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette formation, en soi, directement, ça m'a pas aidé. Mais 1 ou 2 semaines après, je l'appelle comme ça va être marrant, mais j'ai été foudroyé par Zeus. J'ai mis à l'écouter un peu mythologie. Et vraiment, mais dans ma tête, je mettais tout en boucle. En mode, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Il y a tous les business qui sont passés. Parce que dans ma tête, c'était clair, hein, je voulais changer d'activité et pas forcément relancer du présentiel. Hein, ça n'était pas encore du tout dans ma tête. Et en gros, je me retrouve en juillet donc, de cette année. Je reviens de mon séjour à Bali, complètement explosé. Enfin, remise en question totale. Je sais pas si on appelle ça un burn-out ou quoi que ce soit, mais je suis retrouvé chez mes parents pendant 2 mois. Et en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vraiment. Parce que cette activité, elle marche de moins en moins, elle me demande de plus en plus d'efforts pour que ça fonctionne, parce que le cœur n'y est plus depuis un moment, et forcément, bah, ça se ressent sur tout le reste. C'est un cercle vicieux. Du coup, tu es en mode vraiment, là, je suis chez les parents, voilà, je ne pas beaucoup de frais. J'ai le temps de me vraiment poser les questions que j'avais pas le temps de me poser parce qu'il fallait faire du business, il fallait faire de l'argent parce que bah, tu as des voyages, tu as des amis qui chiffrent un peu plus et qui ont un train de vie, tu as envie aussi dessus, tu vois. Donc, tu es toujours en mode, OK, c'est quoi le prochain client? C'est quoi le prochain client? Tu es un peu dans la foire d'empoigne, si on peut dire. Du coup, là, je me suis posé, j'ai fait impression de tout, j'ai coupé Instagram, j'ai coupé les réseaux, parce que ça influence tellement négativement, en fait, sur des fausses attentes qui n'étaient pas les miennes au final. Je veux des attentes que je me rends compte, j'avais toujours pensé, OK, il faut que je fasse 10 000 euros par mois, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais au final, ça m'a jamais en parlé. Ce truc-là. Bon, je pense que j'y arriverai, mais pas en y pensant, OK, je veux faire 10K. C'est pourquoi je veux faire 10K. Tu vois. C'est quoi derrière? Ah, OK, il y a ce truc-là, bah, en fait, le 10K sera la conséquence. Ça sera pas la mission, tu vois. Ça sera la conséquence. Si j'ai le cœur au projet, bah, nécessairement, quand tu as le cœur au projet, je me rends compte qu'un business devient beaucoup plus rentable. Je parle un peu dans tous les sens, mais je pense qu'on se rejoint sur le thème global, c'est que on pense toujours, OK, il faut le business le plus rentable, mais non. Vraiment, moi, je pense plus du tout comme ça. Je me dis même du business présentiel, tu m'aurais dit ça, mais attends, c'est pas rentable, tu échanges ton temps contre de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire, Julien? Non. Bah, au final,
si tu as la passion dans ce projet-là, je peux t'assurer, et j'ai beaucoup de collègues cet exemple-là, qui feront beaucoup plus d'argent dans un truc qui est un peu moins rentable sur le papier. Ah oui, mais c'est pas scalable, faut pas déléguer, machin. Parce qu'en fait, le cœur y est, tu vois. Le cœur y est, et du coup, bah, ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien qu'en fait, ça a toutes les opportunités que tu n'as même pas vu, même pas pensé dans cette niche-là, dans ce business modèle-là. Et toi, moi, je suis en train de m'empâter dans un truc qui est en soi plus scalable, tu peux déléguer, tu fais autant d'argent que tu veux. Et au final, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas des masses. Et pour un exemple très concret pour moi, en 2 semaines de coaching en présentiel, j'ai fait plus de chiffre d'affaires que de mon meilleur mois de coaching en ligne. Ah Voilà, oui, c'est quand posé. même. Et bref. Parce que le cœur y Les est, en termes fait. sont dits. Le cœur y est et moi, je kiffe, en fait. Là, je surfe sur la vague, hein, honnêtement. Et j'espère que ça va continuer. Je vais nourrir ça. Et juste pour aborder un dernier point, puis je vois que tu veux poser une question. Euh, je pense que c'est important parce que ce déclic-là, en gros, moi, j'étais dans une phase où j'étais blasé. J'avais beaucoup voyagé. J'étais blasé de tout. Pour te dire, j'étais à Bali et rien n'avait de saveur. Vraiment, je m'en mets taper le coquillard, hein. C'est alors des gens, je me dis, mais il y a des gens qui aient connu toute une année pour aller là. Et moi, je suis le connard qui n'en a rien à foutre. Voilà, pour lui, l'environnement, digital nomade, c'est, ça en fait pas partie, enfin, comment dire, ça devient ton quotidien. T'échanges, moi, j'ai échangé que avec des entrepreneurs dans le même cas que moi. Un qui est à Dubaï, un autre qui est à Medellin, un autre qui est à Bangkok. En fait, c'est tellement notre quotidien qu'en fait, c'est notre normalité. Du coup, ça devient, on se blase. Et ça, c'est la pire des choses. C'est quand on se blase. Moi, j'ai mis du coup 2 mois à me relever. Enfin, ça faisait des mois de blasitude, hein, si on peut dire. De dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que quand t'es blasé à un certain niveau, en fait, j'étais pas en mode suicidaire non plus. Mais de certains, ça peut arriver, tu vois. Trouver un sens à sa vie, me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que j'étais tellement blasé qu'en fait, ah ouais, ça a l'air cool, ça. Mais, ouais. C'est ça. Et tu as dit le mot, j'allais rebondir dessus, tu as dit le mot, trouver un sens à sa vie en fait. Il y a beaucoup de gens, oui, ils vont faire un business en ligne, oui, ils vont faire quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. C'est bien, mais il y en a plein qui sont un peu en déprime au final. Disons le mot, c'est un peu une déprime ou un burn-out, appelle ça comme tu veux. Mais en tout cas, c'est un état qui est pas du tout agréable. Et c'est parce que ces personnes-là, bah, elles trouvent pas de sens à ce qu'elles sont en train de faire. Je viens de je viens de passer une phase aussi comme ça après l'été. Là, l'été, j'ai charbonné dur, dur, dur. Je me suis pas posée, ça a été vraiment intense. Et les mois qui ont précédé aussi, je m'autorisais très peu de repos, de choses comme ça, parce que je voulais absolument réussir, atteindre mes objectifs, tout ça, tout ça. Et en fait, le cœur y était plus. Je te rejoins complètement, le cœur y était plus. Et quand l'été a été fini, j'ai dit à ma compagne, écoute, il me faut un break, un vrai break, où je ne fais plus rien. C'est-à-dire que là, je prends, alors moi, c'était pas 2 mois, parce que je pouvais pas me permettre 2 mois, mais c'était une semaine en l'occurrence, où littéralement, j'ai rien fait de mes journées. C'est-à-dire que, enfin, rien fait d'important, en tout cas de mes journées. J'ai joué à des jeux vidéo, j'ai regardé des séries, j'ai été au sport, j'ai parlé avec des gens, genre des potes et tout. Et c'est tout. Rien de business. Tout ça pour au final prendre des décisions qui sont un peu les mêmes que toi, au final, un peu les mêmes que les tiennes. Puisque moi aussi, j'ai arrêté pas mal de choses de business en ligne pour me reconcentrer sur des choses plus en présentiel. Et je te rejoins complètement, c'est vraiment une quête de sens et aussi, en tout cas pour ma part, et peut-être toi aussi, puisque tu l'as mentionné avant, peut-être une quête de contact humain. Tu mentionnais tout à l'heure tes amis. Tu disais, bah moi j'ai rencontré des gens, des entrepreneurs, tout ça, et au final on allait de pays en pays pour rejoindre telle ou telle personne, et ça donnait un petit peu une direction, ça donnait un petit peu un sens à nos voyages. Et c'est vrai, quand on voyage, tu l'as mentionné également, on, on est émotionnellement challengé. Parce qu'effectivement, on rencontre des gens, on s'attache pas trop parce que bah, on sait qu'on va peut-être pas forcément être très proche dans les années à venir, mais on s'attache un petit peu quand même. Au final, quand on les quitte, bah, ça reste un petit déchirement, alors à plus ou moins grande échelle, bien sûr, mais ça reste un changement affectif. Et on recommence derrière, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et pendant ce temps-là, les personnes qui font partie de nos racines dans notre pays d'origine, qui est notre beau pays qu'est la France, magnifique pays qu'on adore, et ben ces gens-là, eux, ils continuent à vivre leur vie. Ils ont aucune conscience, aucune connaissance de toi, ce que tu es en train de vivre, même si vous gardez contact, même si il y a des visios, des trucs comme ça. C'est pas pareil que de vivre
l'expérience avec la personne. Vraiment. Moi, je le vois quand mes proches viennent me voir quand je suis dans des pays étrangers. C'est pas du tout pareil que quand ces personnes, je leur raconte mon quotidien. Parce qu'elles voient, du coup, elles voient le quotidien, elles voient comment ça se passe, elles voient les petits détails du quotidien et ça change tout. Et ça rapproche. Mais quand on est à l'étranger, effectivement, ces personnes-là qui font partie de nos racines et qui nous voient pas forcément dans notre pays étranger, elles vivent leur vie. Donc elles continuent, elles font leur petit chemin, tout ça. Et toi, tu arrives de toutes tes expériences, de tous tes pays, de tous tes voyages. Et il y a un espèce de petit décalage aussi, parfois. Pas tout le temps, mais il y a ce petit décalage. Et plus les années passent, et plus on le ressent fort, je trouve. Moi, j'ai eu quelques années plus que toi. Et il y a quelques années, quand j'avais ton âge, attention, parole de vieille là, mais quand j'avais ton âge, je le ressentais déjà un petit peu. Je vivais en Australie à l'époque, et je ressentais ce décalage, et c'est ce qui m'avait fait rentrer en France. Et maintenant, donc quelques années plus tard, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. J'adore être en France parce que j'ai besoin de cette connexion. J'ai besoin de voir mes amis. J'ai besoin de passer du temps avec. C'est-à-dire le temps, on n'y pense pas souvent. On pense à l'argent. Mais le temps qu'on passe avec les personnes qu'on aime, franchement, ça a pas de prix. Je sais, c'est bateau dit comme ça, mais ça n'a pas de prix. Le temps qu'on passe avec notre famille, quand on a la chance d'être proche de sa famille, ça n'a pas de prix aussi. Et effectivement, quand on arrive en plus à trouver une activité où le cœur y est, même si sur le papier ça fait moins d'argent qu'un business en ligne, au final on s'y retrouve. Je trouve qu'on s'y retrouve parce que parfois on fait même plus d'argent comme tu viens de le dire, ça peut arriver, et parfois on en fait peut-être un peu moins, mais par contre on a un équilibre de vie qui est meilleur, je trouve. C'est possible, en tout cas c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas ça a été le cas pour moi, ça semble être le cas pour toi aussi, et au final je pense que tu es plus épanoui maintenant qu'il y a un an par exemple. Mais 100%. 100%. Et justement, pour revenir sur ce truc-là, parce que moi, je me mets à la place peut-être des personnes qui traversent un peu la même chose, qui te tâtent, en fait, ne savent pas s'ils sont dans l'endroit. Parce que c'est une phase qui est un petit peu, entre guillemets, dégueulasse, parce que tu sais pas si il faut forcer encore un peu plus. Tu vois, l'image du diamant où c'était en train de creuser, où justement, est-ce qu'il faut creuser un petit peu plus? Et ouais, c'est dur, mais bon, voilà, on y va. Sauf que quand ça fait des années, tu es en train de forcer que ce diamant-là, tu le trouves toujours pas, tu te poses comme des questions. Donc, en fait, c'est soit tu dis, OK, je continue à forcer, mais c'est vrai que c'est une multitude de signes. Moi, je commence à être très penché là-dessus depuis un moment, mais de plus en plus, parce que je me rends compte vraiment que, on va parler peut-être pas d'univers et tout, mais vraiment, quand on fait attention aux signes, en général, la voie est toute tracée. Et moi, depuis que je suis ces signes-là, ma vie glisse d'une puissance. Quand je dis glisse, c'est léger. En fait, c'est genre, tout est facile. Tu vois, me faire des connexions, des amis, me trouver des clients, mettre en place les choses. Tout glisse, en fait, comme si je sais pas, c'était là où je devais être, tu vois. Et quand tu es dans le monde comme ça, tu te dis, mais c'est très compliqué en fait, je pars un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. C'est qu'en fait, revenir à une vie simple, en fait. Parce que quand tu voyages comme ça, tu es en dehors des réalités. Encore une fois, je dis, c'est pas un problème. Mais en fait, tu as des exigences et des références qui sont tellement plus hauts. En fait, tu dis, mais dès qu'un pays, finalement, il y a un petit truc qui te plaît pas, ah bah vas-y, ça dégage. Tu vois, petit terme entre quoi, ça dégage et on parle dans un autre continent. Et on n'apprend plus les petites choses. Tu vois, maintenant, je peux dire, j'ai une gratitude et je pense que c'est la gratitude qui m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Alors que j'étais pas du tout quelqu'un de... j'ai essayé de travailler dessus, mais très compliqué d'avoir de la gratitude. Pourtant, j'ai raison pour l'être, mais c'est pas évident. Et ouais, je commence à divaguer un petit peu, mais tout ça pour dire que il faut écouter les signes. Et typiquement, quand je me suis retrouvé à Bali, c'était la première fois où justement, j'y suis allé avec un ami, mais après, je suis resté tout seul pendant une semaine, où vraiment, je suis resté dans le pays en connaissant plus personne. Et en fait, c'est épuisant. Quand tu restes 2-3 mois par pays, c'est bien, tu as le temps de créer des relations. Et encore, tu sais que tu vas partir quand même. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je dois encore recréer des relations, tu vois, des amis, éventuellement une copine, etc. Encore une nouvelle fois, après l'avoir fait pendant une dizaine de fois. En fait, ça devenait éreintant. Et au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi je vais créer des relations, sachant que je veux pas vivre à Bali? Enfin, à part si voilà. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous, maintenant? On a perdre du temps pour concevoir quelque chose de concret. Toutes ces années que tu perds, où tu pourrais, moi, je vois mon frangin, c'est un peu aussi une source d'inspiration. Voilà, il est un peu salarié, mais plutôt ingénieur en Suisse. Il gagne très bien sa vie, il est propriétaire de son logement, plusieurs voitures. Enfin, je me dis, OK, le mec, il a avancé, quoi.
Alors moi, j'ai énormément avancé sur le plan vie, expérience. Je suis très riche de ça. Encore une fois, ça, je pense que c'est quelque chose à faire, le voyage. Parce que tu t'en ressens vraiment grandi humainement. Mais en soi, 26 ans, dire, j'ai pas énormément sur le compte en banque, j'ai pas de possession. Parce que moi, j'étais digital nomade avec le sac à dos. C'était un sentiment de liberté énorme. Me dire, OK, je veux quelque chose de concret maintenant. Et avoir mon chez moi, mon setup. Voilà, j'ai mon petit bureau, on voit pas, mais j'ai mon gros bureau en angle, en bois. Enfin, bref, tout est optimisé. Quand t'es en digital nomadisme, bah, t'es toujours un petit peu dans un café en train de bosser sur un truc, machin. Alors, c'est cool à un moment donné. Mais que tu veux vraiment performer, je reprends la phrase d'un confrère à moi qui était assez vrai. Quand tu voyages comme ça en mode digital nomadisme, tu mets pas le focus sur le business. C'est impossible. Tu mets le focus sur le voyage, sur les expériences, et c'est une très bonne chose un certain temps. Mais tu mets pas le focus sur les relations, tu mets pas le focus sur la famille, sur les passions également. Parce que moi, j'ai repris plein de passions sportives, le VTT, des choses que je faisais plus. J'aurais pu éventuellement le faire à l'étranger, mais voilà, je n'ai pas eu l'opportunité. Et le focus également sur le business, en fait, sur le créer quelque chose long terme. Et juste pour revenir sur ce déclic-là, j'ai pas eu le temps d'aborder. Où en gros, en suivant ces signes-là, les signes, ça a été des trucs. Par exemple, je me suis retrouvé à Bali. Je me suis blessé plusieurs fois. Ça m'était jamais arrivé avant. On peut dire bon, là c'est anodin. Mais quand ça se répète et que c'est des choses qui s'amplifient un petit peu, je me dis ouais, il y a un truc qui coince. Je me sens pas bien, tu vois. Vraiment, tu sais pas la solution. Tu sais que tu te sens pas bien, tu sais pas quoi faire pour changer ça. Du coup, je suis revenu justement en France. Je ressentais besoin en fait de revenir en France. C'était juillet août, ça y est, c'était une bonne période. Et vraiment me poser si on met l'argent de côté, vraiment, ça dégage. Cela, je suis chez mes parents. Il y a pas de voilà. Qu'est-ce que je j'ai envie de faire? Et ça, c'est une question qui m'a taraudé pendant, je crois, un bon mois et demi. Et tous les business qui sont passés, dropshipping, e-commerce, training, tout ce que j'avais déjà fait par le passé, heu, que je me voyais refaire. Et là encore, j'étais encore en mode: «OK, quel business le plus rentable?» Alors, j'ai rapidement switché en mode: «Mais non, mais tu réfléchis pas de la bonne manière. Tu vas retomber dans le même schéma. Tu vas retomber dans le même schéma et refaire une boucle, de ton business quand tu avais démarré». Je dis: «OK, qu'est-ce que vraiment tu te sens faire ou tu as une attraction pour?» Au début, rien. J'étais tellement blasé qu'il y a rien qui m'attirait. Ouais, je me dis: «Oh, ça sera cool». Mais de là à se lancer dedans, non. Et un jour, vraiment, je l'explique pas. J'avais fait cette formation justement pour, l'ikigai, retrouver un peu de mon sens. J'avais beaucoup bossé dessus, mais il y avait rien qui émergeait vraiment, tu vois? Et une semaine, 2 semaines après, je laisse potasser tout ça. Hem, Vraiment un jour, il y a une idée qui me vient et cette idée-là, elle part pas. Et ça a été un truc où elle est jamais partie, cette idée-là. Parce que les idées de: «OK, je vais lancer un shop de dropshipping et tout», c'est des idées qui passaient, qui tenaient pas la journée en général. Elles revenaient peut-être le lendemain, mais si je voyais qu'elles restaient pas, je me dis: «Mais je vais pas me lancer dans un truc si j'y pense même pas, en fait, non». Et du coup, ce truc-là m'est venu, mais ouais, mais Julien, c'est ça qu'il faut faire, tu vois? C'est ça que tu as toujours voulu faire, mais que tu pas fait parce que c'était pas le truc le plus rentable, tu vois? Et au final, aujourd'hui, je suis dans quelque chose où ça me fait énormément kiffer. Je vois le potentiel pour moi avec ma patte, tu vois? Parce qu'au final, la spécialisation se fait sur la manière dont toi tu fais les choses. Tu attires des gens si similaires. Et bah ouais, je pourrais divaguer sur plein de sujets, mais je pense avoir fait le tour par rapport à ça. De suivre sa passion, de se laisser le temps d'avoir ce déclic-là, de se poser les vraies questions en dehors de l'argent. Et comme je disais, quand la passion y est, en général, l'argent suit, réellement. Et l'inverse ne fonctionne pas. Quand on suit l'argent, la passion n'est pas là. L'argent t'en fait un moment et encore, mais Et encore, exactement. Je suis vraiment le même chemin de réflexion que toi à l'heure actuelle. Et je pense que c'est vraiment bien qu'on ait abordé ça dans cet épisode parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce genre de questionnement en ce moment. J'ai l'impression, en discutant avec pas mal d'entrepreneurs autour de moi, que c'est quelque chose d'assez courant en ce moment. Est-ce que c'est un effet post-Covid, tu vois, parce que ça fait 4 ans maintenant que le monde est passé en ligne. Est-ce que maintenant, au bout de 4 ans, bientôt 5, est-ce que les gens commencent pas à revenir un petit peu aux sources, tu vois, à l'essentiel, au contact humain, à la simplicité, au présentiel, ce genre de choses? Je pense quand même qu'il y a un élan qui va dans ce sens-là de plus en plus.
Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question par rapport à ça. Et c'est pas facile parce que quand on a fait un business en ligne, qu'effectivement on s'est formé, qu'on a passé du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, parce qu'on n'a pas abordé cet aspect-là, mais j'avais une question à ce sujet, j'y reviens juste après. Mais quand on a passé tout ça pour construire un business en ligne, qu'on s'est levé le matin, alors qu'on n'avait pas forcément la grosse passion, c'était pas le feu, mais on le faisait, on avait de l'argent, tout ça, et qu'il faut du jour au lendemain arrêter ça pour se reconcentrer sur des choses qu'on aime réellement, il y a plusieurs personnes qui peuvent voir ça comme un échec, parce qu'on va gagner peut-être moins d'argent, en tout cas sur le papier, ou peut-être au début, et bah, malheureusement, il y a quand même, ce facteur argent qui reste une priorité pour pas mal de personnes, bien devant l'épanouissement, bien devant la passion, bien devant, le contact, bien devant plein d'autres choses, tu vois? La stabilité, les amis et cetera. Mais au final, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre qu'il y a pas que l'argent dans la vie, qu'avoir un business pour faire de l'argent, c'est bien, il faut qu'un business fasse de l'argent, c'est le but premier d'un business, sinon c'est une association, mais qu'il y a pas que ça dans la vie. Il y a plein, plein d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment bien d'avoir débunké un peu ces idées-là dans cet épisode. Et je tenais à te dire d'ailleurs, c'est une petite remarque très personnelle. Les auditeurs qui nous écoutent que en audio ne le verront pas. Mais on l'a mentionné avant, on a déjà fait cet épisode avant. On l'a enregistré, je crois que c'était en juin, si je me trompe pas. Mais on a eu un souci technique. Je l'ai mentionné dans l'épisode qui vient d'être publié avec Lauriane. J'ai mentionné le fait qu'en fait ta voix n'apparaissait pas sur l'enregistrement. Donc il y avait le visuel, mais il n'y avait pas la voix. Donc voilà. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'entre juin et maintenant, personnellement, je vois la différence, même avec une webcam un peu pixelisée. Je vois la différence. Ah, t'es plus lumineux, tu souris beaucoup plus. Ta façon de t'exprimer est un peu différente aussi. Je sens que tu as l'air plus heureux. Voilà. Et je pense que ça se ressent aussi dans tes paroles, dans ta façon de parler pour les auditeurs. Je pense que ça se ressent que tu es quelqu'un qui est plus épanoui maintenant, je pense. C'est vrai que tu es bien placé pour le dire parce que justement, le moment où on a fait le podcast, c'était pile le moment où j'étais à Bali, où je pense une semaine après, je rentrais en France. C'était vraiment le moment où j'étais le moment, le pic, le pire, le Julien, le pire qui soit. Et là, tu es vraiment sur le Julien le mieux qui soit de sa vie. Vraiment, je suis jamais senti aussi bien. Et c'est se sentir au bon endroit, tu vois. Mais au bon endroit, en localisation, sur le plan tout, en fait. Tu vois. Mm, mm. Et là, quand t'as ça, faut le Totalement. garder, faut le chérir, faut le nourrir. Totalement. Parce que faut pas retomber dans ces schémas, mais quand t'as compris pourquoi t'étais tombé dans le schéma précédent, j'aime à dire que t'apprends qu'il y a moins de chances, si t'écoutes les signes, Mm. de faire finalement ce que t'as envie de faire. On parle souvent d'ikigai, de mission de vie. Mission de vie en mode, ouais, c'est mon cœur de bataille, c'est tout vrai, ça va toujours un peu pareil, fumeux, ouais, mon cœur de bataille, c'est d'aider les hommes maigres. Oui, mais non, tu vois, je sais pas au point de faire un engagement de vie. Je pense c'est quelque chose qui change au fil des années, même des décennies en fait. Faut voir beaucoup plus long terme dans les choses. Et j'avais un truc en tête, mais c'est parti. Par rapport justement, oui, par rapport à ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le sevrage aux réseaux sociaux. Et maintenant, je peux dire, je crois que j'ai développé un peu une phobie d'Instagram, vraiment. Parce que je sais la toxicité que ça apporte, surtout quand tu es entrepreneur, quand t'as pas de business. Honnêtement, je pense même pas que j'aurai Instagram ou j'aurai juste mes amis en couple privé pour voir les stories. Tu vois. Parce qu'au final, maintenant, je l'utilise comme ça. Hein. Je fais juste les stories, je poste ce que j'ai à poster. Mais j'essaie de moins être dessus. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, que je suis des entrepreneurs, il y a le côté positif, évidemment, ça t'inspire. Euh, de voir des gros business, des empires, c'est cool, il y a toujours un côté positif. Mais il y a aussi un côté bien, bien dark, où en mode, ça te crée des fausses attentes. Tu vois des mecs qui font 500 k par mois. Alors, niveau croyance limitant, ça te, voilà. Mais du coup, ça te paraît tellement dégueulasse quand tu fais 5 000 € par mois. Ça te paraît, tu te sens, tu t'es une merde. Genre, tu te dis, cet entrepreneur fait moins de 10 000 € par mois. Et tu le dis toi-même, tu vois. Et c'est un peu l'image qu'on a quand t'es un peu sur les réseaux et tout. Tu vois tellement des mecs qui brassent tellement, parce que c'est vrai ou pas. J'espère pour eux que c'est vraiment vrai. Je leur souhaite, parce que voilà, tant mieux pour eux, tu vois. Mais en fait, ça t'inculque des fausses croyances et que t'es jamais assez. T'es jamais ceci, t'es jamais au niveau. On base tout sur l'argent, tu vois, et il en faut. Mais à un certain moment, quand t'as passé 4, 5 000 € par mois, si t'as pas trop de charges, t'as une bonne vie. Hein. Exactement.
Mais il y a plein d'aspects là-dessus. Tu parlais de personnes voilà, qui font je sais pas combien de centaines de milliers d'euros par mois, tout ça de chiffres. Souvent, les gens ne mettent pas les informations qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux en perspective. C'est-à-dire que faire 100 cas par mois, c'est bien. Est-ce que c'est 100 cas de CA? Est-ce que c'est 100 cas de bénéfices nets? Est-ce que c'est 100 cas faits avec 98 000 euros de pub? Ou est-ce que c'est 100 cas faits avec 5 000 euros de pub? Tu vois, c'est pas la même chose. On n'a pas toutes les informations pour réellement comprendre ce que la personne est en train de nous balancer, tu vois. Et je pense que la plupart des gens qui se comparent, en fait, se comparent sans avoir toutes ces informations-là. Et c'est très dommageable à leur santé mentale, notamment, à l'estime de soi, à plein d'autres choses. Et je trouve que c'est assez toxique, ce genre d'environnement. Les réseaux sociaux, on en a parlé dans l'épisode juste avant avec l'invitée précédente, Lauriane. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en parler sur plusieurs épisodes aussi. Et c'est toujours la même chose qui revient, c'est quand effectivement, on a tendance à plus s'en éloigner quand on veut éviter ce genre de comparaison, de choses comme ça. Et s'en éloigner a des conséquences positives pour absolument tout le monde avec qui j'en ai parlé. Il n'y a pas une personne qui m'a dit ah, moi, je me suis éloignée des réseaux sociaux et oh mon Dieu, j'avais trop hâte d'y retourner et tout, ça me manquait trop. Genre, il n'y a personne qui m'a dit ça. Personne. Tout le monde m'a dit la même chose que toi, c'est-à-dire que tout le monde m'a dit bah ouais, je m'en éloigne un peu et je garde ça pour les relations privées. Je poste quelques stories, je me limite au minimum et ça me va très bien. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis dans ce cas-là. Ça, c'est vraiment une chose qui revient très, très fréquemment dans les discussions que j'ai en ce moment avec les entrepreneurs. Tu as dit une chose très vraie, c'est qu'on a tendance à ne pas mettre en perspective et souvent, on va comparer les moments de lumière des gens, parce que sur Instagram, on met les moments d'éclat avec nos moments d'ombre. Parce qu'on est sur les réseaux, bah, on est chez soi, on compare finalement inconsciemment. Et c'est tellement bien fait ces applications-là, ça a beaucoup d'effets positifs, hein, aussi le Instagram, pouvoir rester en contact avec des amis, de lancer des activités. Et c'est ça, en fait, la toxicité du truc, c'est que tu dois y être parce que, bah, voilà, j'entends dire, entre guillemets, mais à la fois, tu devrais pas y être. Tu vois, parce que ça t'impacte tellement négativement, ça te donne des fausses attentes. Et au-delà de ça, comme tu disais, tu sais jamais le contexte, en fait. Oui, la personne a fait 500 000 euros, je suis content pour lui. Combien de charges il a vraiment dépensé, etc. T'en as, ils sont très transparents sur les chiffres, mais encore une fois, moi, j'ai toujours une notion en tête. Je me dis, mais ok, en fait, toutes ces personnes-là qui ont quelque chose à vendre ont tout intérêt à dire que ça fonctionne, ont tout intérêt à dire il faut se former en ligne, euh, ils ont tout intérêt à te faire comprendre que t'es pas assez. Et moi, je suis beaucoup d'entrepreneurs et dès que je ressens où le gars, en fait, il te montre sa vie de rêve, qui en soi est sa vie de rêve à lui, bah, tu projettes, ah, mais moi, je suis pas là. Puis, ah, du coup, bah, je suis moins bien. Ah, du coup, mais il faut que j'ai ça, tu vois. Tu deviens dans un schéma complètement dégueulasse où, en fait, tu as des fausses attentes et ça, on s'en rend pas compte. Moi, je pensais vraiment que je voulais tout ça, tu vois. Alors qu'au final, mais moi, ma vie je reviens sur mon vision board de 2019, avant tout ce business en ligne. Ce qui est assez flagrant, c'est que je suis revenu exactement, quasiment, à ce vision board-là. Alors que pendant que j'étais dans le business en ligne, c'est quoi? J'ai honte de dire ça, mais mon vision board, c'était quoi? C'était 10 000 euros par mois avec une carte du monde. Et ça n'avait aucun sens. Et quand je regarde ça, je me dis, mais émotionnellement, j'en ai rien à taper. Mais, et là, je suis revenu sur un vision board avec des photos, des trucs, des amis, des activités sportives, machin, mais il n'y a même pas 10 000 euros par mois qui est marqué dessus. Mais force est de constater que je vais y arriver. Ou du moins, peut-être pas 10 000 euros, peut-être plus, peut-être moins. Mais l'argent est là en tout cas. Sans même y consacrer parce que tu es en train de faire les bonnes choses et que nécessairement, quand tu fais les bonnes choses, bah, la vie je vais pas dire te remercie parce que on a ce qu'on tolère, on a ce qu'on mérite, mais tu finis également par progresser sur le plan business, tu vois. Quand tu as quelque chose où tu as le cœur au projet, encore une fois, je reviens dessus, mais vraiment, Instagram, je sais pas. Vraiment, je sais pas s'il faut y être. Vraiment, même si c'est un business en ligne, parce que ça a tellement d'effets négatifs. Moi, je pense que vraiment, si je relance un business en ligne, j'engagerais quelqu'un qui me posterait qui me ferait le marketing. Moi, je ne serais jamais dessus. Vraiment, parce que c'est tellement toxique que j'aurais 0 abonné. Je pense que j'ai un compte pro que je n'utilise pas. Je repose des stories euh, bah, professionnelles. J'ai 0 abonné. Enfin, à part le compte perso. Et du coup, je me force à pas aller dessus parce qu'il n'y a rien dessus. L'algorithme n'est pas formaté. Mais vraiment attention à ça, parce que quand tu es jeune entrepreneur,
t'es trop dans ce truc-là et tu tombes tellement dans le panneau de tous les entrepreneurs qui ont tout intérêt à te dire, un peu une bulle, tu vois, on parlait de ça, mais c'est le business en ligne, c'est la chose à faire, pas nécessairement. Tu vois, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert sur les choses. Au début, moi, je pensais que business en ligne. Si t'as pas un business en ligne, voilà, t'es à l'ouest, tu vois. Alors que maintenant, je me dis, mais putain, mais t'as trop raison, en fait. Genre, je vois un pote qui a lancé une salle de coach, salle de sport. Je me dis, mais c'est pas rentable, c'est pas scalable, t'as des frais énormes, tu te fais allumer par les impôts. Mais le mec, il kiffe. Et moi, je le vois, mais je me dis, mais il kiffe bien plus que moi, je suis en train de voyager, et il kiffe bien plus que moi sa vie. Et enfin, tu sais que bah, ça fonctionne bien pour lui niveau financier. Et encore une fois, on en revient, ça, c'est un des exemples. Hein. Bah, financièrement, il faisait beaucoup plus d'argent que moi en ligne, alors qu'il avait un business model qui était bien moins favorable, tu vois. Donc, cette notion d'argent, l'argent, on en fait, c'est pas un problème, c'est un flux. Moi, je me rends compte que quand t'es entrepreneur, on sait faire de l'argent, on a les connaissances pour ça. C'est qu'un outil, l'argent, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi. C'est ça. Et voir le chercher, Mm. enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est un flux. Pourquoi chercher, enfin, oui, il faut le stocker, certes, mais pour le créer de manière, pas automatique, mais sans effort. Quand je dis sans effort, c'est que quand t'as la passion du truc, bon, voilà, ça se fait assez facilement. Il faut pas chercher forcément midi et 14h, tu vois, le truc, le business, prendre la Mm. formation de Yomi Denzel parce que machin, il y a beaucoup d'argent à faire dans le dropshipping. Bah oui, il a tout intérêt à dire ça. Ils vont une formation. Ça, c'est toujours le conflit d'intérêt. Et moi, je suis beaucoup plus sage, enfin, depuis un moment maintenant, mais de qui est-ce que tu écoutes et pourquoi il te dit ça? Quel intérêt lui, il a à te dire ça? Et du coup, tu peux vérifier très Exactement. simplement l'information. Mais en fait, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a raison, mais il est biaisé. Donc, moi, enfin, tu vois, prends des Ouais. mesures. Alors, je te rejoins totalement. Moi, c'est quand je vois des pubs, notamment. D'ailleurs, j'avais une petite question à ce sujet-là juste après, très rapidement, mais deux petites réflexions que je me suis faites ces derniers mois, voire années. Quand je vois une pub, notamment pour des personnes qui vendent des formations, notamment en immobilier ou en crypto ou ce genre de choses. Bourse, crypto, immobilier, toutes ces choses-là. C'est vendu comme des sources de revenus relativement passifs. C'est-à-dire que les gens nous disent, par exemple, dans des pubs, oui, moi, j'ai je sais pas combien de millions d'euros de patrimoine et j'ai 25 cas de rente par mois qui tombent, blablabla, sans rien faire. Très bien. Dans ce cas-là, pourquoi tu nous vends une formation pour faire pareil que toi? Si tu as déjà un revenu passif, si tu as déjà quelque chose qui te ramène 25, 100, 150 cas, je ne sais pas combien, parce que les chiffres sont toujours plus grands, toujours plus, quoi. Si tu as déjà tout ça, pourquoi tu te prends la tête à faire du marketing en ligne, à dépenser de la thune sur Facebook Ads ou YouTube Ads ou je ne sais pas quoi, enfin Meta et tout ça, pour nous vendre une formation? Tu vois, pour moi, il y a un problème de crédibilité derrière. Je veux bien comprendre qu'on veuille diversifier ses revenus, ça, pas de problème. Quand, par exemple, tu as un business en physique, en présentiel, tout ça, et que tu veux diversifier avec une source de revenus plus ou moins passive, avec une formation en ligne qui reprend tes concepts fondamentaux que tu fais, par exemple, en coaching, en accompagnement, tout ça, pourquoi pas? Je peux comprendre. Par contre, quand tu vends déjà l'idée d'avoir des revenus passifs et que tu dis, bah, moi, j'ai tant de revenus passifs et je vais vous apprendre à faire pareil, non. Je suis désolée, mais c'est que tes revenus passifs, en fait, la plupart du temps, c'est les formations qui te les apportent. C'est pas l'immobilier, les cryptos ou la bourse. Ça, c'est ce qu'ils essayent de faire croire la plupart du temps. Ça, c'est la première réflexion que je me suis faite. Et la deuxième, c'est quand on suit tous les créateurs de contenu qui font des choses un peu similaires aux nôtres ou qui nous inspirent, qui nous motivent, la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut réellement avoir la même vie qu'eux? De plus en plus sur les réseaux, notamment sur Instagram avec les stories, on arrive à voir le quotidien entre guillemets de certains entrepreneurs, certains formateurs en ligne notamment. Enfin, moi, c'est les formateurs que je suis. Toi, j'imagine que c'est les coachs en ligne, mais c'est pareil. Euh, Moi, j'ai deux formateurs que je suis depuis des années et j'adore ce qu'ils font. C'est Tony Neves et Antoine BM. J'aime bien leur personnalité, j'aime bien leur façon d'aborder les choses. Ces deux personnes, je les connais pas dans la vraie vie, mais je les respecte beaucoup. Je respecte beaucoup leur travail aussi. Mais par contre, récemment, je me suis fait la réflexion en voyant leur story que à aucun moment j'aurais envie d'avoir la vie qu'ils ont. Alors, quand tu regardes de loin, c'est-à-dire quand tu vois que le côté positif, tu vois, oui, voilà, qu'ils ont pu voyager. Tony, il a beaucoup voyagé, Antoine aussi. D'ailleurs, il est en plein tour du monde actuellement. Ça fait envie, d'accord. Mais moi, il y a deux stories qui m'ont fait relativiser il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier, c'est Tony qui a posté une story où il était en voiture, il partait en week-end, je pense avec sa compagne, et il était sur son ordinateur, en voiture.
Et très bien, tu travailles, c'est très bien. Le mec, il est sérieux. J'ai suivi des formations de lui. Elles sont très bonnes, ces formations, aucun problème. Par contre, moi, si je pars en voiture avec ma copine, c'est pas sur mon ordinateur que je passe le voyage. À aucun moment, je vais passer mon voyage à parler avec elle, à regarder le paysage, à m'émerveiller des montagnes, des trucs et tout. À aucun moment, mais à aucun moment dans ma vie, je vais me dire, ah là là, mais je rêve là d'être sur mon ordinateur à bosser sur ma prochaine formation. Jamais. Genre, mais vraiment jamais. Et pareil pour Antoine qui était dans son tour du monde à New York, qui a posté une petite photo en disant, bah, il était dans un café et il a dit, je prépare ma formation que je vais enregistrer demain dans ce café, machin. Si je suis dans un café à New York, je vais m'amuser à regarder les passants, je vais m'amuser à regarder un petit peu comment les gens sont autour de moi, je vais discuter avec des gens autour de moi. À aucun moment, je vais penser à enregistrer une formation dans un café, qui plus est bruyant, à New York. À aucun moment de ma vie, je ne penserais à enregistrer une formation dans ce type de contexte. Et eux, ils sont passionnés. Encore une fois, on en revient à la même chose. Ils aiment ça. Ils vivent pour ça. Ça fait des années qu'ils font ça. Tony, si je me trompe pas, a démarré en 2017. Et Antoine, je crois même que c'est carrément en 2012, un truc comme ça. Ils sont là depuis longtemps et ils aiment ça. Et ils sont bons dans ce qu'ils font tous les deux, dans leur manière de faire. Il n'y a aucun problème. Mais moi, quand je me suis lancée dans le business en ligne en me disant, ouais, je vais vendre des formations, tout ça, ça va être cool, j'avais envie d'aider les gens, j'avais envie de former, pas de problème. Mais à aucun moment, j'ai envie d'avoir ce type de vie où, au lieu de profiter d'un moment dans la vraie vie, je vais penser à poster une story, je vais penser à enregistrer une formation, je vais penser à faire le plan de ma prochaine formation, etc. Jamais. Et d'avoir ce constat-là, ça m'a vachement aidé à relativiser aussi le fait d'arrêter ce type de business en ligne. Alors, bien sûr, la formation, elle reste dispo. Bien sûr, tu vois, ce genre de choses, ça reste là. Le travail, il a été fait. C'est dommage de le jeter. Je vais pas l'enlever d'Internet. Mais par contre, est-ce que je vais faire un effort pour promouvoir ça? Pas du tout. Voilà. Et ça m'a vachement aidé à relativiser parce que, en fait, je n'ai pas envie d'avoir la vie de ces gens-là. Et ça, C'est c'est une important, source je pense, à faire bien comme importante. réalisation. Mm. Ouais. Parce que il faut voir bien au-delà de ce que tu disais tout à l'heure, bien au-delà des paillettes, des trucs du genre, ouais, moi, je suis sur un yacht à Dubaï, machin. Très bien. Très bien. Moi aussi, je peux être sur un yacht à Dubaï avec des potes. Ça se loue, ça coûte pas si cher que ça en vrai. Faut pas faire croire que c'est un truc de malade. Un yacht à Dubaï, c'est assez courant. Tu fais ça avec une dizaine de potes, t'en as pour 40 balles. Donc, t'en as pour 40 balles par tête. Et encore, des fois moins que ça, des fois légèrement plus si tu prends les boissons avec, tu vois. En vrai, il n'y a rien d'extravagant à ça. Et tu peux l'avoir sans passer ta vie à faire à passer 50 heures par semaine, à faire des formations, à faire des emails, à faire des reels pour Instagram, à faire des vidéos sur YouTube, à faire ci, à faire ça, et encore, et encore, et encore, et encore. Tu peux avoir tout ça sans faire toutes ces choses-là qui sont pas forcément alignées avec qui tu es, avec ce que tu veux faire réellement dans ta vie. Moi, je te rejoins parfaitement. Et Antoine BF, c'était aussi un peu une source d'inspiration sur ce côté-là. Pour moi, c'était le gars qui finalement, le passionné, qui avait réussi à faire de sa passion son gagne-pain, tout en ne négligeant pas, même en étant vraiment au service. Ouais, c'est vraiment la distinction entre entrepreneur qui veut créer un empire dans lequel voilà, j'ai côtoyé des gens comme ça, qui avaient une équipe de 15-20 personnes, et des mecs comme Antoine BM, petite équipe, je pense qu'aujourd'hui il y a une petite équipe, qui Mm. brasse beaucoup, mais vis-à-vis des empire entrepreneurs qui génèrent beaucoup moins, mais sur le plan perso, mais tellement plus épanoui que le gars. Après, ça dépend des aspirations de chacun. T'as des gens qui vont kiffer ça, d'autres qui vont kiffer ça, oui, c'est par phase, mais il faut vraiment trouver ce qui te convient. Parce que des fois, on a des fausses attentes, encore une fois. Il faut que je crée un empire, il faut que j'ai 15 personnes. Et du coup, on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas du tout notre réalité, euh, parce que, c'est ce qu'il faut faire. On a été formé comme ça, tu vois. Mais par contre, quand tu ouvres un petit peu le champ des possibles, tu dis, mais oui, il y a d'autres possibilités de mettre mes compétences au service de personnes, tu vois, en créant des formations, par exemple, comme toi de BM. Et eux, bah, si font des formations, lui, c'est un dinosaure. C'est qu'il adore ça. Enfin, je pense pas que il a les ressources pour faire autre chose, ou il ferait autre chose si vraiment il avait plus cœur au truc, et ça se verrait. Moi, on me l'a dit C'est après ça. coup des amis à moi, bah, Julien, toi, ça se voit sur ce que tu dégages, sur les contenus que tu fais. Bah, je vais pas te le dire, mais ça se voyait que tu t'étais pas épanoui, tu vois. Et maintenant, à contrario, on dit l'inverse, tu vois. Donc, ça finit par se ressentir, hein. On est humain, on ressent des choses, quand t'es un petit peu ouvert dessus, on ressent des choses extérieures. Donc, ça finit toujours par
va venir. Tout à fait. Ça se voit, ça se sent. Je te rejoins complètement sur Antoine. J'espère un jour d'ailleurs le recevoir sur le podcast. Et c'est vrai que je respecte énormément son travail. Vraiment, j'apprécie tout le temps ce qu'il fait. Je le suis d'ailleurs régulièrement. J'adore ses contenus, tout ça. Mais d'avoir cette réalisation-là, de dire, OK, moi, je ne veux pas forcément avoir sa vie. Lui, ça lui convient. Il est épanoui. Enfin, il a l'air en tout cas épanoui. Le mec, il kiffe sa vie. Enfin, voilà, c'est très bien. Mais moi, c'est pas la vie que je kifferais avoir. Et il est très bon dans ce qu'il fait. Il m'inspire énormément. Mais pour autant, je vais pas faire la même chose que lui. Parce que j'ai pas envie d'avoir ce genre de vie. Et vraiment, je pense que c'est une réalisation hyper importante à faire, réellement. Je voudrais revenir sur un élément qui est beaucoup plus technique, là, pour le coup. Je voulais te poser la question il y a longtemps déjà en arrière, mais c'est vrai qu'on a pas mal divagué parce que c'était intéressant. Et voilà. Tu as parlé tout à l'heure de publicité. Tu as dit que la personne qui t'avait contacté en premier, ta première cliente d'opportunité, t'avait contacté via une publicité qui était faite à la base pour les hommes. Ça, c'est une question assez basique. Tu as développé ton business en ligne, si je me trompe pas, avec enfin pas mal de contenu organique, mais aussi de la publicité. On en avait parlé quand on s'était rencontrés déjà. Tu m'avais expliqué un petit peu les publicités, euh, comment tu mettais ça en place. J'aimerais que tu nous expliques comment tu, comment tu as promu ton business en ligne à l'époque, quel était ton système à l'époque et quel est ton système maintenant. Parce que maintenant, visiblement, tu passes encore par de la publicité, mais j'imagine que c'est peut-être un peu différent vu que maintenant, c'est plus du business en ligne. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton processus de publicité et de promotion organique et publicité de l'époque versus ton processus de maintenant? Yes. Euh, alors moi directement, ça a été publicité Facebook. J'ai pas démarré avec une audience. Et en fait, Instagram ou les réseaux sociaux n'ont jamais été vraiment une équation. À un moment donné, j'ai créé pas mal de contenu, mais ça, j'ai jamais vraiment percé sur des réseaux. Parce qu'encore une fois, je pense que le cœur n'y était pas. Encore une fois, je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. Et en gros, les réseaux sociaux ne m'ont jamais vraiment apporté du business. Ça a toujours été des publicités. Et après, dans le coach sportif, c'est relativement basique. Il y aura un peu tous les business en ligne fonctionnent comme ça, hein, avec un lead magnet. Là, à l'époque, c'était un e Après, c'était passé sur une VSC qui vend un rendez-vous offert et on close dans le rendez-vous offert si tout convient. Donc, publicité assez classique, c'était parfois des visuels. On promettait toujours le lead magnet. Par exemple, je sais pas, une vidéo offerte ou une masterclass, on appelait ça une masterclass, prise de masse, voilà, comment prendre, je sais pas, 500 grammes par semaine. C'est ça ma dernière accroche, 500 grammes par semaine sans manger plus. C'était vraiment spécialisé pour les hommes skinny, c'était vraiment possible, hein. C'était pas un truc, un peu plus actif, forcément, c'est une publicité, tu vois, faut attiser la curiosité. Ensuite, je récupérais l'adresse email, et puis après, le gars a été invité à prendre rendez-vous avec moi, en fait. Puis de là, le tunnel s'arrêtait quand t'as des séquences email qui partaient, et c'était relativement basique. Et aujourd'hui, je suis resté un peu sur le même schéma parce que du coup, moi, c'était un peu nouveau, le coaching en présentiel. J'ai utilisé un petit peu les mêmes schémas que j'avais en ligne, en me spécialisant, etc., etc. Et du coup, j'ai fait un peu la même chose sans la partie magnète. En fait, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir une magnète parce que en fait, le coach sportif à domicile, t'as pas besoin de le marketer autant parce que comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est dans les mœurs, en fait, ça a une valeur. T'as pas besoin de créer une valeur ou un truc. Le coaching à domicile pour les gens, parce que c'est un service premium, qui cherchent du coaching à domicile. Pour eux, la question n'est pas est-ce que le coaching à domicile est la bonne solution. Enfin, comment dire, il n'y a pas une histoire de méthode. Est-ce que ce mec-là a la meilleure méthode? Non, c'est juste il est coach sportif à domicile. Il est là. Il est sur Excel. En vrai, juste le fait d'être là, t'es déjà en place, en fait. Alors que en ligne, t'as le choix entre prendre n'importe qui. Là, le fait que je sois déjà présent, que Excel, il n'y ait pas énormément de coach, et aussi que j'ai aussi ma propre patte, parce que le client achète, enfin investit sur la personne, où il ressent que ça va bien se passer pour le coaching. Et je reviens sur justement la femme que j'avais closée, sur une publicité qui était à la base pour les hommes. En gros, je disais, je la fais très brève, mais je suis coach sportif sur Aix-les-Bains. Je coach les hommes entre 30 et 50 ans à se remettre en forme, perdre du poids, améliorer leur endurance, etc. Réserve ton rendez-vous offert sur Aix-les-Bains. Et du coup, le gros change, et que maintenant j'adore, c'est des rendez-vous en physique. Il n'y a plus de rendez-vous. Dès qu'il y a une visio, franchement, ça me fait chier. Pas peur, faut en avoir tellement fait. Je sais passer des journées Zoom. Tu sais, alors, on a tous eu ça dans le business en ligne. Des Zoom Day, t'es éclaté, t'as pas bougé de ton siège. Bref,
Donc là, je me rends physiquement dans un café ou directement à domicile chez la personne. Tu as une énergie qui est bien meilleure, tu vois. Et, moi, c'est quelque chose, j'étais très timide à la base. Ça, j'ai tellement eu d'appels maintenant que c'est pas, j'ai même pas tellement réfléchi à comment faire le rendez-vous. Ça s'est tellement bien passé. Et j'ai signé 100% des gens que j'ai eu en rendez-vous quasiment. Alors qu'avant, si j'en signais 1 sur 5, 1 sur 6, oh, bravo Julien. Donc là, c'est une facilité parce que tu as une confiance qui se crée beaucoup plus importante. Tu es là, tu es avec eux. Et puis, tu vas les coacher dans le bassin d'Aix-les-Bains. Donc, en fait, ta spécialisation, c'est déjà d'être là. En fait, paraît con, mais quand j'ai compris ça, en fait, pourquoi me spécialiser encore plus? Parce que au final, il n'y a pas tant de coachs que ça. Je serai encore une fois une métropole. Bah, là, il faudra peut-être une analyse concurrentielle. J'ai fait une analyse concurrentielle, limite, pour voir un peu ce qu'il y avait. Et en gros, mon système d'acquisition, bah, il y a 600 d'aujourd'hui, je fais de la publicité. Ou en gros, bah, je dis ce que je t'ai dit. Et je redirige directement vers la prise de rendez-vous. Il réserve le Ok. rendez-vous, puis bah, on a le rendez-vous, quoi. C'est pas plus loin que ça. Basique, Il n'y a pas simple. d'email, il n'y a pas de séquence, il n'y a rien, tout ça. Et c'est tellement plus simple, franchement, surtout. Et même sur l'appel en lui-même, enfin, l'entretien de vente, euh, tu sais, tu viens du business en ligne, quand tu as déjà fait des closings, il faut rentrer dans les douleurs, il faut bloquer les objections pour qu'elles arrivent. Ça, c'est vraiment c'est un game, tu vois. Le closing. Là, en fait, le gars est déjà convaincu. Le gars, s'il a réservé le rendez-vous, il était déjà prêt à démarrer le coaching à domicile. La solution, c'est pour ça que c'est en business en ligne, on dit qu'il faut avoir sa méthode. La méthode, machin, ou marketer le truc. Là, t'as pas besoin. Si tu le fais, bon, pourquoi pas, mais les gens, ils connaissent. Ok, c'est coaching à domicile, c'est bon, on démarre, t'es dispo. La première question que m'a posée la fille, c'est quand est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu es dispo le samedi matin à telle heure? Parce que bah, justement, c'est une question aussi, parce qu'un coach, bah, il est rapidement bloqué quand les meilleurs créneaux partent vite, le samedi matin, le soir, le midi. Et donc, c'était la première question qu'on m'a posée. Et le tarif, c'est même pas une question. C'est même pas une question. Et également, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas du fil. Mais oui, voilà. En fait, l'entretien de vente n'est même pas un mec qui fait le business en ligne, il va avoir la différence. C'est même pas un entretien de vente, c'est juste ça ressemble aux appels que j'avais avec mes clients, à l'appel d'onboarding. Ça ressemble vraiment à l'appel d'onboarding où en fait, on pose des questions pour découvrir le client, sans même se préoccuper des objections ou sans but marketing, tu vois. On pose vraiment des questions pour l'accompagnement du client, tu vois. Du coup, c'est très pragmatique. Ouais, c'est quoi tes disponibilités? Quel matos tu as chez toi? Enfin, toi, relié à la musculation, enfin, au coaching. Et le tarif, c'est vraiment optionnel. C'est OK, pas de problème. Ouais, parce qu'au final, tu as une personne en face de toi qui connaît déjà son problème, connaît C'est déjà ça. ses points de douleur, elle connaît les solutions qu'il lui faut. Maintenant, elle n'a plus qu'à trouver le prestataire de cette solution, en fait. Il n'y a Donc, pas le l'éducation travail à est déjà faire comme mâché. l'éducation, elle est Exactement. déjà Il n'y a faite. pas d'éducation. Donc, voilà. Je sais pas que le présentiel est mieux que le en ligne. Il n'y a pas de mieux, encore une fois. Je pense que les gens qui sont arrivés là ont compris qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est une question d'aspiration personnelle, tu vois. Mais de moment de vie aussi. Tu m'as dit ça au début, sans avoir vécu ce que j'ai fait avant. C'est toujours une question on ne peut pas regretter ce qu'on a fait avant parce que bah, tu serais pas là où tu es aujourd'hui. Faut vivre des moments un peu dégueulasses pour justement bah, te dire, OK, faut te confronter à ça. Parce que si tu restes toujours dans ta zone de confort, bah, tu auras des regrets. Ah, j'aurais bien aimé voyager, machin. Mais fais-le, tu vois. Fais-le. C'est à faire, C'est hein. ça, fais-le. Vraiment. Et justement, ce que tu me dis, c'est une transition parfaite vers la dernière partie de cet échange. C'est la question de l'invitée précédente, qui est donc Lauriane. Lauriane, elle est consultante et formatrice en marketing notamment. Et la question qu'elle a posée, attention, elle est bien corsée, c'est quel est l'échec que tu as besoin de vivre pour arriver là où tu as envie de te rendre? Elle est vraiment pas facile cette question. Quel est l'échec que tu as besoin de vivre pour arriver là où tu as envie de te rendre? Alors toi, c'est un peu délicat parce que tu es là où tu voulais déjà un peu te rendre. J'imagine que tu as encore d'autres aspirations, d'autres choses. Mais comment tu répondras à cette question? Justement, je trouve que pour moi, elle est très facile, cette question. Ah ouais, Alors, sauf que moi, je vois pas ça comme un échec. Tout dépend comment on interprète le mot. C'est une leçon, tu vois. Et en fait, je vois pas ça négativement parce que, et même ta question, elle est orientée comme ça, c'est que ton échec t'a amené à la situation dans laquelle tu es maintenant, qui est préférable. Donc, au final, cet échec-là, on n'échoue jamais. Enfin, c'est une leçon, en fait. À partir du moment où tu as retenu la leçon. Ou alors, tu auras encore un autre échec. Pour justement te faire comprendre la leçon. Et en général, ça augmente.
c'est de pire en pire ici, tu vois. Et bref, pour répondre à ça, mon plus gros échec, que encore une fois, je ne vois pas comme un échec, ça va être le business en ligne. De m'être lancé, enfin, comment je peux formuler ça? Je dirais d'avoir, c'est un peu ce qu'on avait dit, suivi des fausses attentes, de pas m'être finalement vraiment concentré sur moi, mes aspirations personnelles. Et ça, je t'avais dit à un moment donné que mon vision board, c'est le même que j'ai aujourd'hui. Avant le business en ligne, il a quasiment pas changé de ce que j'ai maintenant. Donc, ce qui prouve bien qu'en fait, j'ai été vraiment là, preuve à l'appui pour les cartésiens. J'ai été complètement matissé. Et ça a été une bonne chose aussi. Au contraire, c'est pas un échec parce que justement, ça m'a permis de revenir et de donner beaucoup plus de valeur à ce vision board-là, des choses que j'avais en aspiration. Et maintenant, c'est vraiment des choses que je fais. Ce vision board-là devient ma réalité parce que maintenant, il a de la valeur en ayant vécu une vie qui a vivre sur moi, qui m'intéresse, mais alors plus du tout aujourd'hui. Peut-être que j'ai 29, mais vraiment, tu sais, quand tu parles au voyage, là, c'est assez récent, mais rien à fait. Non, vraiment. Ou alors, dans un autre cadre, aux vacances. Tu vas avec des Ouais, en amis ou avec ta vacances. copine, mais pas en mode, ok, t'es en train de bosser dans un café à New York. Moi, je suis plus dans ce Voilà, truc. on est d'accord. C'est terminé. C'est c'est marrant parce que je suis persuadée que si je t'avais posé cette question au mois de juin, euh, ta réponse aurait été au final la même, mais avec 3 mois d'avance. Tu m'aurais dit, je pense, quelque chose comme, bah, écoute, j'ai besoin que mon business en ligne, finalement, ça marche pas comme je le veux. En tout cas, ça ne me rende pas épanouie pour me rendre compte qu'au final, il me faut autre chose. Et c'est exactement ça. Et ça, je pense, c'est une notion qui va intéresser beaucoup de monde. Enfin, moi, ça m'aurait tellement intéressé parce que je connais personne, j'ai vu aucun contenu en parler de ces choses-là. Ça, c'est pas sexy, en fait. Il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de truc à vendre, on n'a pas de formation à vendre derrière. Et justement, ce truc-là, de la question qui m'a été posée par rapport à quel échec tu dois vivre, c'est une notion qui est très pertinente et ça prouve que la personne a un gros travail, a fait un gros travail intérieur aussi, un peu de ce que moi je suis en train de vivre. Et moi, typiquement, c'est, je pense, quelque chose, c'est qu'on est entrepreneur, on a la notion de l'objet brillant. Et c'est vraiment le truc, faut pas tomber dedans. Voilà, il faut pas que tu papillonnes dans tous les business. Et il faut vraiment rester focus. Sauf qu'à un certain moment, faut bien distinguer l'objet brillant de, je sais pas comment l'appeler, mais il faut changer en fait. Il faut changer de voie. C'est pas l'objet brillant. Au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs années que ton activité ne décolle pas, enfin, fonctionne. C'est ça le piège, en fait. C'est le pire piège, c'est que ça fonctionne juste assez pour payer tes factures et avoir une petite vie, mais pas suffisamment pour te dire, OK, c'est bon, je suis bien, ou en mode, voilà, pas besoin d'aller toujours chercher plus. Et, et ça m'a été, c'est encore une histoire de signe, mais typiquement, j'avais suivi un séminaire, quelques mois avant, où la personne, c'était une des coachs, en fait, de la formation, de l'accompagnement, qui était thérapeute, etc. Enfin, ça me parlait de choses qui étaient, tu sais, des fois, il y a des gens qui te disent des choses, mais t'es pas encore la personne pour recevoir cet enseignement. Et c'était typiquement ça. Et aujourd'hui, ce qu'elle me dit, mais ça résonne tellement. Alors qu'à la base, je me dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Mais vraiment. Et en gros, elle me disait, en analysant un petit peu ce que je disais, etc. Parce que moi, je me sentais vraiment dans le mastermind, en gros. Bon, j'étais déjà plus dans le truc. Enfin, vraiment. Du coup, je me sentais un peu, par effet de contraste, tu vois qu'il y a un problème. Tu vois qu'il y a des gens qui sont très motivés, machin, et toi, t'es là, t'as rien à ça. Et elle m'a dit quelque chose en mode, peut-être que ce que tu dois faire, ça revient un peu à la question que tu as posée, peut-être que ce que tu dois faire, c'est justement ce que tu ne veux pas faire, mais ce que tu dois faire. Un truc du style. Et justement, parce que mon business fonctionnait, donc j'avais pas envie de le quitter parce que c'était ma seule source de revenus. Mais en même temps, c'était la chose à quitter. Imagine le truc. C'est ton bébé que tu as créé depuis des années. Il faut le quitter, tu vois. Et c'est dur, tu vois. Et surtout quand tu sais pas quoi démarrer, quand t'as une autre idée et que comme elle fonctionne déjà, la transition est facile, tu vois. Et là, ça résonne tellement de fou, cette chose-là. Et c'est pas évident, hein, vraiment, je pense que on a suffisamment parlé et mis suffisamment le contexte. Mais c'est un travail intérieur à faire. Et il faut le faire parce que dans tous les cas, ça toquera à ta porte un jour. Ça, c'est certain. C'est sûr. Et la personne qui a posé cette question, donc Lauriane, elle a posé cette question parce que tout l'épisode qu'on a enregistré ensemble portait sur ses échecs, justement. Donc échecs, bien sûr, au sens positif, dans le sens leçon, tout ça.
comment elle s'en est relevée, quel mindset elle a adopté aussi pour se relever de tous ces échecs, comment elle voit les choses, comment elle appréhende aussi les choses dans son business avec tous les changements qui sont inéluctables. Et on en arrive à la même conclusion qu'avec toi, c'est qu'effectivement, ces échecs, entre guillemets, ils arrivent. Au bout d'un moment, ils arrivent, ils sont là, ça toque à ta porte. Et parfois, en fait, ils sont nécessaires. Ils sont essentiels même pour ta croissance, pour ton évolution, pour ton business, pour ton bien-être, pour plein de choses. Ils sont nécessaires. Et parfois, quand on a ce genre de conseils, quand on entend ce genre de conseils, on n'est pas encore là où on doit être pour être capable d'entendre ce genre de conseils et de vraiment l'intégrer. Exactement comme ce que tu viens de dire. Parfois, on n'y est pas encore, mais quelques mois ou années après, on y repense, on se dit « Ah, c'était ça en fait. » Mais honnêtement, l'univers est bien fait. Alors, sans parler de religion, de quoi que ce soit d'autre. euh, En général, vraiment, moi, je le vis. Tout le business en ligne, ça a été dur. Enfin, ça a été, tu sais, on a une notion de lourd léger. Tu vois, faut plan. Euh, Quand c'est lourd, putain, en fait, faut trouver un client. Tu dois ramer, tu dois avoir plusieurs rendez-vous, tu dois mettre en place plein d'actions. Ça demande beaucoup d'efforts. Quand c'est léger, c'est que ça demande aussi des efforts, mais c'est des efforts que tu as envie de faire, que tu fais, non pas parce qu'il faut faire l'effort, mais parce que tu as envie de les faire et du coup, bah, ça fonctionne mieux. Et ça devient léger, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a fait encore un tips, mais par effet contraste. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont solaires. C'est des rayons de soleil où tu dis, mais putain, mais ce mec-là, par effet de contraste avec moi, je me dis, mais oui, il est au bon endroit, lui. Et moi, je suis pas encore au bon endroit. Et qu'est-ce qu'il a fait pour aller au bon endroit? Et par effet de contraste, tu te rends compte, ok, mais en fait, t'es pas au bon endroit dans ta vie, où il y a quelque chose à changer. Il faut déjà prendre conscience du problème, tu vois. Parce que des fois, on est, comme tu disais à un moment donné, on est dans le guidon, voilà, faut faire de l'argent, il y a des factures à payer. On n'a pas le temps de penser à tout ça. Les formations, l'introspection, c'est fait pour, enfin, voilà, à la base, c'est fait pour ceux qui font pas d'argent, tu vois. C'est quand t'as une entreprise, t'as pas le temps, tu vois. Sauf que Mm. ça te rattrape. Voilà, c'était un petit peu la Exactement. petite note que je voulais rajouter. Bah, tu as très bien répondu à la question. Je pense que là, honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais la réponse que tu as donnée, je pense qu'elle va résonner dans la tête de pas mal d'auditeurs. Je pense. Parce que je pense encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, qu'on est nombreux à être dans cette période de doute, de remise en question. Et je pense que d'avoir ce genre de questions qui est posée euh, dans un podcast et d'avoir ce genre de réponse en face, je pense que ça peut éclairer pas mal de personnes. Et du coup, maintenant, c'est à ton tour de poser une question au prochain invité. Donc, pour les auditeurs qui connaissent pas le concept, je vais le rappeler. Il est assez simple. Tu ne sais pas qui je vais recevoir au micro la prochaine fois. Tu sais pas si c'est un homme, une femme. Tu sais pas quel métier cette personne fait. Tu sais pas d'où elle vient. Tu ne sais absolument rien. Et tu vas tout simplement lui poser une question sur n'importe quel sujet. Ça peut être un sujet léger, un sujet plutôt profond. C'est toi qui choisis, c'est ta question et c'est ton moment. Yes. On va rester dans le même thème en tous les cas. Euh, Moi, je dirais une question assez bateau au final, mais qui est très difficile à répondre et qu'il faut faire tout un voyage à l'intérieur comme j'ai pu faire, comme tu es en train de faire, comme beaucoup peut-être sont en train de faire. C'est justement si on mettait, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi, pour réussir à dégager finalement ce que la chose que tu as au fond de toi, c'est déjà là en soi. C'est juste qu'il faut le faire émerger. Il faut faire émerger sa vision. Et ce mot-là, émerger sa vision, c'est qu'elle est déjà là, mais qu'elle n'est pas consciente, ou elle est obstruée par des attentes, des fausses attentes qui sont pas les tiennes, dont tu sais pas que c'est pas les tiennes. Donc en fait, c'est un peu un enchevêtrement où il faut venir vraiment sortir ouais, le rayon de lumière, on va dire. Donc, ma question, ça serait si l'argent n'était pas dans l'équation. Si voilà, l'argent n'était pas la question, comment est-ce que tu occuperais ta vie? Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Ça revient un peu à la question de si tu travailles gratuitement, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est un peu la question bateau. Mais vraiment, si l'argent n'était pas dans l'équation, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Tu vois. Et ça peut être quelque chose, hein. Sauf que ça sera à la personne de répondre, pas à moi. Mais ouais, je serais intéressé de voir ce que la prochaine personne pourrait répondre à ça. Bah moi aussi, j'ai bien hâte. C'est une question que je me suis posée récemment, que je me pose régulièrement d'ailleurs, hein, dans toutes les phases de changement que je peux connaître dans ma vie. Je me pose très régulièrement ce genre de questions. J'adore ce genre de questions
Et je pense qu'effectivement, c'est une question qui permet de faire la lumière sur les choses les plus importantes au final. Bien plus que l'argent, bien plus que ce genre de choses. Donc, merci beaucoup pour cette question. Et on va donc terminer cet épisode. Tous les liens pour te retrouver seront en description de l'épisode. Alors, bien sûr, du coup, ce sera des personnes, les personnes qui sont dans la région qui veulent te retrouver pourront le faire. Les personnes qui veulent suivre aussi ton parcours, tu parlais des fois des stories. Moi, j'aime bien voir tes stories, j'aime bien voir ce que tu fais, j'aime bien voir ton quotidien, tout ça, je trouve ça sympa. Ça donne envie. En plus, maintenant, tu habites dans une super région, donc ça donne encore plus envie. Et c'est toujours agréable à suivre. En tout cas, les liens pour te retrouver sont dans la description de l'épisode. Julien, un immense merci pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Bah, écoute, un grand merci à toi. Puis ça fait extrêmement plaisir aussi pour moi de transmettre ça. C'est aussi quelque chose que j'avais aussi sur le cœur et que je suis certain que j'aurais adoré finalement avoir un contenu comme ça de quelqu'un qui a justement par entre guillemets franchi le gap qui est sans fin, que tu penses pas en ressortir, et justement faire prendre conscience que même quand t'es blasé, même quand t'es dans l'ombre totale, où tu dis il y a pas de lumière au bout du tunnel, où tu vois pas le coup la fin, qu'il y a quand même une voie possible si tu t'écoutes suffisamment et prends le temps de prendre le temps, comme on n'a plus le temps aujourd'hui de prendre le temps, donc, faire des choses simples, revenir du basique. Et c'est d'ailleurs ce que je partage sur mon Instagram, c'est pas du tout professionnel, c'est un compte perso. Je partage tous mes voyages, et quand je suis VTT, quand je fais un tour du lac, peu importe. La vie, quoi. La vraie. La vie. Voilà, revenir aux choses simples. Je suis tellement d'accord avec toi et j'ai vraiment hâte de partager cet épisode. Vraiment. Merci beaucoup. Yes, carrément. En espérant qu'il soit bien enregistré cette fois-ci. Il est très bien enregistré, t'inquiète pas. Bon, À bientôt, Julien. Merci beaucoup. allez, salut amis. Bye. Et voilà, j'espère que cet échange avec l'invité du jour t'a plu. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur cet épisode et sur les sujets abordés, donc je t'invite à le partager maintenant dans l'espace commentaire de la plateforme sur laquelle tu écoutes. Comme prévu, tu peux retrouver les liens vers les ressources citées dans l'épisode en cliquant sur le premier lien dans la description. Avant de partir, si tu peux laisser un like ou 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, ça compte beaucoup pour moi et ça m'encourage à continuer de produire ce genre de contenu, donc merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.